Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à toutes et à tous et aux élèves qui sont dans la salle. Donc je suis Charles Plumer. Je suis doublement ravi de recevoir Madame Isa Marfissi-Chopin derrière moi. Doublement ravi en tant que d'abord président de l'AEF, donc l'association des enseignantes et enseignants d'informatique de France, et puis aussi professeur de NSI. Je remercie Isa pour sa disponibilité, puisqu'elle a pris le train ce matin de Laval, spécialement pour être avec nous et avec vous. Voilà, donc la présentation va se dérouler en deux temps. En premier temps, je vais laisser Isa faire son intervention. Ensuite, vous pouvez dès à présent poser des questions dans le chat. Et puis après, on va y répondre. Voilà, donc je vous souhaite bel beau webinaire et à bientôt. Si, c'est bon. Allô, allô si, ouais, ça marche. Ok, impeccable. Alors, juste me mettre comme ça. Vous me voyez normalement, vous voyez mes diapos. Alors, c'est parti. Déjà, je voulais remercier Charles de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je suis contente d'être là parmi vous pour présenter mon parcours et puis présenter mes travaux de recherche aussi en informatique. Donc, voilà, vous allez voir, de quoi il s'agit. Donc, c'est pour cette journée nationale NSI. Alors, je me suis dit que la première chose à faire, c'était peut-être de vous présenter comment j'ai découvert l'informatique, parce que je suis loin de l'image typique du geek ou du nerd qu'on pourrait imaginer. En fait, je n'avais même pas d'ordinateur quand j'étais gamine. J'ai vraiment découvert l'informatique sur le tard. Donc voilà, je voulais aussi partager cette expérience-là, parce qu'on peut devenir informaticien même sur le tard. Donc j'ai fait un bac S, spécialité maths. J'aimais bien les maths. Mon père est prof de maths, c'est pas pour rien. Voilà. Ensuite, je suis partie en licence maths informatique. Je voulais surtout faire les maths, mais à l'époque, on pouvait pas faire autrement. C'était maths et informatique. Bon, du coup, j'ai fait avec. Et puis, c'est là où j'ai découvert l'informatique. Alors, c'était surtout maths. Il y avait beaucoup de maths, mais en deuxième année, en licence 2, à la fac, j'étais à Lyon à l'époque, il y avait un petit cours d'informatique, et c'est là où vraiment j'ai adoré, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est un truc trop génial. Je savais pas que ça existait. Et en fait, ça m'a passionné immédiatement. En fait, c'était juste un petit cours basique sur la logique, mais j'avais l'impression que j'avais l'impression de faire des petits jeux, vous savez, comme dans les petits jeux dans les magazines où on joue à la plage, des jeux de logique. J'avais l'impression de jouer et je trouvais ça super intéressant et c'était facile pour moi. Alors que, à côté, je faisais des maths qui étaient de plus en plus dures. J'ai eu aucun problème au lycée, au collège avec les maths. Mais arrivé à la fac, ça a commencé à devenir costaud. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais des copains, des copines qui s'en sortaient super bien en maths. Et moi, malgré le fait que je travaillais dur, je ramais, quoi. Du coup, je me suis dit, allez, je prends le risque. Et en master, je me lance que en informatique. C'était un peu risqué, parce que honnêtement, j'avais même pas d'ordinateur à l'époque. Mais voilà, ce cours-là, il m'avait tellement passionné que je me suis dit, allez, cash, je tente. Et je regrette pas du tout parce que c'était vraiment passionnant. J'ai fait plein de choses en informatique. En fait, c'est un domaine qui est tellement vaste et large qu'en fait, on peut pas s'ennuyer. Même s'il y a des trucs que j'aimais pas trop. Par exemple, je suis pas fan de réseau, j'avoue. Il y a d'autres trucs en programmation, en logique que je trouvais vraiment génial. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis pas du tout ennuyée pendant mon master. J'ai tellement aimé ça que j'ai continué en doctorat. Un doctorat, c'est ce qu'on peut faire après un master. Donc, c'est 3 ans, en fait, sur lesquels on travaille sur un projet de recherche précis. Et donc, moi, j'ai travaillé sur les Serious Games. Donc, les Serious Games, c'est des jeux éducatifs. Et donc, vu que j'étais en informatique, je travaillais sur des jeux éducatifs numériques. Après mon doctorat, donc ça, c'est 3 ans, j'ai continué en post-doctorat à Paris. J'ai fait un petit post-doctorat. Et puis ensuite, je suis partie à Stockholm, en Suède, pour un autre post-doctorat. Et puis, au final, j'ai trouvé un poste de maître de conférence à l'Université du Mans. Et physiquement, je travaille à l'IUT de Laval, qui est une antenne de l'Université du Mans. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Laval, ça se trouve entre Le Mans et Rennes. Voilà, vous voyez à peu près, c'est dans l'ouest de la France. Voilà, donc maintenant, j'ai un poste de maître de conférence. Ça veut dire que je fais la moitié du temps de la recherche et la moitié du temps de l'enseignement dans l'IUT d'informatique, dans le département informatique. Donc, c'est peut-être
quelque chose que vous allez, certains d'entre vous iront plus tard en DUT informatique. Voilà. Je suis enseignante là-bas. Alors, j'ai mis cette image parce que je trouvais que je trouvais qu'on met trop souvent l'accent sur le côté, disons, logique, mathématique de l'informatique, alors que moi, je trouve que il y a effectivement cet aspect-là dans l'informatique, mais il y a aussi tout l'aspect création. Il y a l'aspect tout ce qu'on peut faire, en fait, tout ce qui est interactif, tout ce qui est création, tout ce qui est artistique qu'on peut faire avec de l'informatique et qui, moi, m'a vraiment énormément plu. Donc, en fait, moi, je trouve que l'informatique, ça fait travailler mes deux hémisphères de façon complémentaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'informatique. Alors, qu'est-ce qui me plaît en informatique? Bon, alors, vous avez compris que le côté création, ça me plaît beaucoup. Puisque je crée des serious games, donc c'est des jeux informatiques, mais c'est avant tout des jeux vidéo, avec en plus l'aspect pédagogique. J'aime bien aussi les langages. J'ai toujours aimé les langues vivantes. Par exemple, je suis bonne en anglais, en allemand. Je suis moins bonne en allemand maintenant, mais j'étais bonne à l'époque en allemand, en espagnol. Les langues vivantes, ça m'a toujours plu. Et quand j'ai découvert les langages de programmation en informatique, en fait, je me suis dit, mais c'est totalement la même chose, en fait. Finalement, il y a un vocabulaire à apprendre, des règles de grammaire, des règles de syntaxe qui sont d'ailleurs très strictes, des fois. Ça dépend de certains langages. Et en fait, je me suis totalement retrouvée dedans. Tout simplement, l'idée, c'est d'apprendre un nouveau langage, pas pour parler à des humains, mais pour parler à des ordinateurs, pour leur dire exactement ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et puis, essayer de trouver les meilleures syntaxes, les meilleures façons d'exprimer ce qu'on veut pour qu'un ordinateur comprenne bien ce qu'on veut, tout simplement. Alors, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup en informatique, c'est le fait qu'il y a des innovations constantes. Constamment, il y a plein de nouvelles choses qui sortent. Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il y ait un nouveau langage ou une nouvelle technologie qui soit inventée. En informatique, il y a vraiment plein de nouveautés. C'est vraiment un défi intellectuel justement de rester à jour de toutes ces technologies et de trouver celles qui sont les plus appropriées, celles qui vont répondre au mieux à nos besoins. Alors ici, par exemple, je montre deux exemples d'applications sur lesquelles j'ai travaillé pour mes projets de recherche. Turtle Tablet, qui est une application où en fait on avait envie que la tablette reconnaisse une pièce, un objet tangible qu'on tient. Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit garçon, il est en train de tenir une pièce. J'aurais dû la ramener. Donc, c'est une pièce qu'on a imprimée en 3D et on voulait que cette pièce soit reconnue par la surface de la tablette. Donc, les tablettes actuellement utilisées et vos smartphones ont tous des écrans capacitifs qui reconnaissent en fait l'électricité qu'on produit dans notre corps de façon naturelle. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour reconnaître cet objet, on a du coup modélisé un objet avec trois petits pieds. Enfin, il y en a 4, mais le 4e est juste là pour que ça soit stable. Donc, il y a 3 petits pieds et on a repeint la pièce avec de la peinture conductrice. Ce qui fait que l'électricité produite par notre corps passe à travers la pièce et passe dans les 3 petits pieds. Et ensuite, on a développé un algorithme qui reconnaît qu'il y a 3 pieds. En fait, c'est 3 touches, comme des doigts. Et du coup, si ces pieds-là, si ces touches sont dans une configuration particulière, on reconnaît que c'est bien l'objet et pas 3 doigts posés. Et ensuite, on peut faire plein de choses avec. Donc là, vous voyez que c'était vraiment pas simple à mettre en place, mais c'est quelque chose qui est fascinant puisqu'on arrive petit à petit avec différentes technologies prises à droite à gauche, avec de l'impression 3D, avec de la peinture conductrice, à faire ce qu'on veut. Là, actuellement, je travaille aussi sur des projets avec de la réalité augmentée et là aussi, il y a plein de nouvelles technologies qui apparaissent tout le temps. Des technologies qui permettent de reconnaître des images plus ou moins grandes, plusieurs images en même temps, etc. Alors concrètement, je voulais vous présenter quelques-uns de mes projets de recherche en informatique. Mais avant, je voulais vous présenter mon laboratoire de recherche, donc qui s'appelle le LUM, c'est le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Et on travaille sur les outils numériques pour l'apprentissage et la formation professionnelle. Notre spécificité, c'est qu'on donne un rôle central à l'enseignant. On n'est pas du tout là pour créer des outils pour remplacer les enseignants. Au contraire, on va déjà co-concevoir les outils avec eux pour répondre à leurs difficultés, à leurs besoins concrets de terrain.
Et ensuite, on va aussi produire des outils pour peut-être automatiser certaines tâches répétitives, pour leur proposer des méthodes d'apprentissage autrement que ce qu'ils font actuellement, donc par des serious games par exemple, et aussi leur proposer des activités, des choses qu'ils n'auraient pas pu faire tout seuls. Du coup, voilà, ça c'est le laboratoire. Dans le laboratoire, en fait, il y a plusieurs équipes. Notre équipe, c'est en fait la plus grande équipe de France qui travaille sur ces thématiques-là, parce qu'on est plus de 24 chercheurs. Donc, il y en a qui sont permanents, il y en a qui sont à peu près moitié permanents, moitié non permanents. Donc, les non permanents, c'est les doctorants, les post-doctorants qui restent de 1 à 3, 4 ans, et puis ensuite qui repartent ailleurs dans d'autres laboratoires. Donc voilà, et au sein de ce laboratoire, au sein de cette équipe, moi je m'intéresse tout particulièrement aux serious games. On est peut-être 4-5 à s'intéresser à cette thématique-là en particulier. Et du coup, les serious games, vous avez peut-être compris en quoi ça consistait. L'objectif, c'est d'utiliser des ressorts ludiques qu'on retrouve dans des jeux vidéo pour transformer l'apprentissage, pour faire quelque chose de plus attractif, mais aussi pour faciliter la compréhension de concepts qui sont difficiles et qui passent mal avec les méthodes d'enseignement classiques. Du coup, on s'appuie sur 2 piliers qui sont importants, l'action et l'émotion. L'action, parce que quand on joue, on est forcément actif, on est obligé de réfléchir à des stratégies, on est obligé de se mettre d'accord avec ses coéquipiers pour gagner tout simplement. Et puis l'émotion, c'est parce qu'on va être frustré, on va être content, on va être pas content d'avoir perdu. Et toutes ces émotions-là et l'action aussi, le fait qu'on soit actif dans notre apprentissage, c'est 2 piliers qui font en sorte, qui sont très bénéfiques pour l'apprentissage et la mémorisation d'informations. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je fais comme projet? Je vais vous en présenter 3. C'est les projets que j'ai actuellement. Je ne vous présente pas les vieux, mais si vous voulez, je pourrais vous les présenter tout à l'heure. Donc le premier projet que je voulais vous montrer, il s'appelle Smart Fraction. Celui-là, il est presque fini. C'est un projet d'un de mes doctorants qui s'appelle Sofiane Touel. Et donc là, on a développé un jeu en réalité mixte pour l'apprentissage des fractions. Alors, c'est l'apprentissage des fractions au cycle 2. Cycle 2, je dis pas, non, cycle 3. Non, je dis une bêtise. C'est CM1, CM2, 6e. Donc, c'est petit. C'est un financement d'une entreprise. Et je travaille ici sur ce projet avec un didacticien des maths. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la façon dont on va enseigner les mathématiques. Et notre objectif, notre question de recherche, c'est comment aider les enfants à franchir les obstacles didactiques liés aux fractions. Vous n'êtes pas sans savoir que les fractions, c'est un des cours qui est le plus complexe en fait. Alors peut-être pas pour vous. Si vous êtes à l'aise en maths, peut-être qu'il s'est passé sans problème. Mais c'est un des cours qui pose énormément soucis pour les jeunes enfants. Donc je répète, CM1, CM2, 6e. Alors, ce qu'on a proposé dans ce projet-là, donc c'est un projet de recherche, ce qu'on a proposé, c'est d'abord une méthode de conception itérative pour aider les enseignants et les informaticiens à trouver la meilleure solution qui réponde à cet objectif-là. En fait, on a un souci, c'est que les enseignants, ils ne connaissent pas du tout ce qu'on peut faire avec la technologie actuelle. Déjà, ils ne savent pas ce qui existe vraiment et qu'est-ce qu'on peut faire techniquement. Et inversement, les informaticiens savent très bien utiliser les outils actuels, mais ils n'ont aucune idée des difficultés didactiques, des difficultés qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. Donc, toute la difficulté, c'est de trouver une méthode de co-conception où les deux arrivent à dialoguer, arrivent à trouver une solution concluante. Donc, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, nous, on va d'abord faire un état de l'art. On va dire, voilà, voici les outils qui existent pour s'entraîner pour les fractions, pour apprendre les fractions. On va aussi dire ce qui serait possible de faire, ce qu'on pense possible, ce qu'on connaît, ce qu'on peut faire avec les techniques, avec la réalité augmentée notamment. Et ensuite, l'enseignant, il va regarder ça, il va dire, ça c'est intéressant, ça je vois pas du tout pourquoi on fait ça. Et du coup, il va dire, tiens, ça me paraît bien, est-ce qu'on peut creuser là-dessus? Donc, du coup, après nous, on va rentrer au labo, on va redévelopper un prototype, on va revenir, et comme ça, de façon itérative, petit à petit, on va avoir une application qui sera co-conçue. Donc, c'est vraiment un processus assez long, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Donc ici, grâce à ce processus itératif, qui a pris presque 1 an, on a trouvé quelque chose qui nous semble intéressant.
En fait, vous connaissez, vous vous rappelez certainement des exercices où vous voyez les fractions sous la forme de portions d'un tout. Les exercices de pizza, par exemple. Ça, c'est classique. Donc ça, c'est une forme de représentation des fractions qu'on utilise dès peut-être pas la maternelle, mais en primaire, les fractions sont représentées comme ça. Un peu plus tard, ça arrive vers la 6e, on arrive avec la fraction, mais plus comme une portion d'un tout, mais on la représente comme une position sur une droite numérique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est là où ça pose problème. En fait, il y a plein d'élèves qui étaient très bons en fraction avant, qui n'arrivent pas à retranscrire ou à réutiliser les compétences qu'ils ont acquises avant pour cette nouvelle forme de représentation. En fait, pour eux, c'est pas la même chose. Et effectivement, quand on regarde dans la littérature, quand on regarde dans les livres, dans les manuels scolaires, il y a très peu d'activités qui lient les deux. Alors qu'en fait, c'est la même chose. On représente quand même des fractions. Que ce soit un demi ici ou un demi là, c'est quand même la même chose. Donc, du coup, ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser la réalité augmentée pour afficher de façon simultanée et dynamique les deux formes de représentation des fractions. Et notre hypothèse de recherche, c'est que ça va aider à passer justement ce passage fatidique qui pose souci. Donc là, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, en fait, les élèves utilisent des pièces tangibles. Alors ça, c'est important aussi, c'est des pièces, des vraies pièces de jeu qui posent. On sait que la manipulation aussi, ça a un vrai impact positif pour l'apprentissage, notamment chez les enfants. Du coup, on utilise des vraies pièces qu'on pose sous la tablette. Et la tablette va reconnaître les pièces. Donc ici, vous voyez qu'il y a une pièce de grenouille, par exemple, et 2 petits quarts. Et grâce à la réalité augmentée, ça va afficher la valeur de la pièce. Donc ici, un quart et un quart. Et en dessous, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de ligne, une petite ligne qu'on appelle le magimètre dans le jeu, mais qui est en fait la droite graduée. Et du coup, ça va afficher la position de cette fraction sur la droite graduée. De façon dynamique, c'est-à-dire que si on enlève la pièce, hop, ça l'enlève, si on la remet, ça l'enlève. J'ai des vidéos après, on m'a dit de faire un PDF, donc je suis un peu contrainte, mais si vous voulez voir les vidéos, il n'y a pas de souci. Voilà, et donc en plus de ces activités-là qu'on a conçues avec des enseignants, on a aussi travaillé sur tout un scénario autour du jeu avec une personne qui écrit des livres pour enfants, donc ça c'était super intéressant. Et donc elle nous a aidé à créer un scénario, des personnages pour accroître la motivation et pour réduire l'anxiété liée à l'apprentissage des mathématiques et qui est vraiment, ça s'appelle math anxiety dans la littérature scientifique. C'est vraiment quelque chose qui existe et qui pose problème puisque une fois qu'on a cette anxiété des mathématiques, ça peut générer de l'anxiété sur tout ce qui est scientifique et puis du coup après on se bloque en fait tout un pan d'études. Voilà, et donc pour valider nos propositions, on fait des expérimentations. Donc concrètement, on va en classe, on teste nos outils, on fait des pré-tests, des post-tests de connaissances, on les filme, on recueille aussi des traces informatiques qu'on va analyser, etc. Donc ça prend énormément de temps. Et donc là, on l'a fait dans 9 classes de CM1, CM2 et 6e. Et toutes ces données, elles sont en train d'être traitées. Donc on fait aussi de l'analyse de données. Donc ça, c'est mon doctorant qui est en train de faire ça en ce moment. Et donc ça va prendre du temps. Donc je sais pas encore si je peux vous dire si ça marche mieux ou pas. C'est mystère et boule de goût. Je vous le dirai plus tard. Alors un autre projet que je voulais vous montrer qui s'appelle SituLearn. Donc là, on propose des applications smartphone pour les sorties pédagogiques. Alors là, c'est un projet plus conséquent puisque c'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. Concrètement, je peux embaucher, on est 6, on est même plus, on est 8 chercheurs sur ce projet, pas à temps plein, mais on est 8 chercheurs sur ce projet. La moitié d'entre nous sommes en informatique, l'autre moitié travaille au CREN. En fait, ils sont chercheurs en sciences de l'éducation. On travaille toujours avec des compétences complémentaires. Et j'ai pu, grâce à ce projet, embaucher un doctorant, un postdoctorant et 2 stagiaires. Donc, ça commence à faire une grosse équipe. Donc ici, on se pose plusieurs questions sur comment aider les enseignants à créer des sorties pédagogiques stimulantes, comment encourager la collaboration entre les élèves pendant ces sorties pédagogiques et comment faciliter le suivi des élèves. Alors la première chose qu'on a proposée, c'est des modèles de sorties pédagogiques ludiques avec un outil auteur. Alors un outil auteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un éditeur qui peut être utilisé par un non-informaticien, comme un enseignant d'SVT par exemple,
pour créer sa sortie pédagogique. Et en fait, après, il va appuyer sur un bouton et ça va générer l'application smartphone qui sera utilisée par les élèves. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cet éditeur? En fait, l'enseignant va indiquer des points d'intérêt qu'il a envie que les élèves aillent voir. Donc, les points d'intérêt, ça peut être un arbre, ça peut être un bâtiment, ça peut être peu importe. Ça peut être aussi une peinture, parce que l'outil peut être aussi utilisé dans un contexte, dans un musée, par exemple. Voilà. Une fois que l'élève est arrivé au point d'intérêt, l'enseignant peut aussi rajouter des fiches d'information qui vont lui être données à ce moment-là, et aussi des activités qu'il doit faire sur place. Alors, les activités, ça peut être des quiz, mais ça peut être aussi des relevés, par exemple. Prendre une photo de la feuille de l'arbre pour ensuite l'analyser plus tard. Ou prendre la photo, je sais pas, ou prendre un relevé, par exemple. On travaille avec des enseignants, avec des tout petits, où ils ont envie qu'ils enregistrent le son d'un oiseau ou le son d'une grenouille, ce genre de choses. Donc, en gros, c'est recueillir des données qui seront ensuite réutilisées et analysées en classe. Donc, ce qu'on a fait en termes informatiques, c'est qu'on a défini 3 types de scénarios. Donc, la chasse au trésor, ça c'est assez classique. En fait, on va faire un point d'intérêt, ensuite le suivant, ensuite le suivant. On travaille aussi sur la balade interactive. Ça, c'est parfait pour tout ce qui est visite de ville, par exemple, où en fait, on va se balader et on a une notification sur notre smartphone qui va nous dire « Ah, attention, vous êtes à proximité du château de Laval, par exemple. Est-ce que vous voulez faire l'activité associée au château de Laval ?» Et du coup, l'utilisateur peut dire oui ou non. Et le hub d'activité qui est parfait pour les musées, parce que ça ressemble exactement à ce qu'il y a actuellement avec les visites, avec les audioguides. C'est exactement le même principe. Où en fait, on a une liste, on voit la carte et on voit toutes les activités disponibles. Et c'est l'utilisateur qui va dire « Ah bah tiens, je vais aller faire l'activité de la Mona Lisa, par exemple. » Du coup, ça va juste lui donner cette activité-là. Voilà, donc tout ça, ça a été co-conçu, encore une fois, avec des enseignants. Alors, on les appelle des enseignants pilotes, puisqu'ils testent en fait les premiers tests, enfin les premiers modèles, les premiers outils qu'on propose. Et ensuite, on écrit des articles. Donc là, vous voyez le truc en rouge, là, From Idea to Reality. C'est un article qu'on a écrit en anglais. En fait, c'est ce qu'on fait en recherche, c'est qu'une fois qu'on a validé quelque chose ou invalidé d'ailleurs une hypothèse, c'est aussi important quand ça ne marche pas. On écrit des articles et ensuite c'est envoyé à des revues ou des conférences et c'est relu par des pairs, c'est-à-dire que c'est relu par d'autres chercheurs en informatique dans le même domaine que moi. Alors, en plus de ça, on propose aussi des modèles et des outils pour encourager la collaboration en sortie pédagogique. Donc là, c'est pas encore fini, on en est à peu près au tiers du projet, c'est un projet sur 4 ans. Là, on est en train de travailler sur un scénario de sortie collaborative. Et en plus, on va proposer une interaction homme-machine innovante. J'ai vu que c'était dans le programme de NSI, les IHM, interaction homme-machine, ça vous dit quelque chose? Non, pas trop? Ok. Alors, en gros, c'est comment est-ce qu'on va interagir avec l'outil numérique. Donc ici, en gros, ce qu'on a proposé, c'est quelque chose d'assez innovant. Et d'ailleurs, on est en train de déposer un brevet, donc je ne peux pas trop vous donner de détails. Mais en gros, on a fait en sorte, on a créé une interaction machine qui permet de rendre interactif n'importe quel plan. Donc ça peut être, ici c'est le plan de Paris, hein, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le plan du métro de Paris, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être une table, ça pourrait être une affiche, peu importe. Mais je ne sais pas si vous voyez, le smartphone est posé à plat sur la carte, ce qui pose problème, parce que en gros c'est de la réalité augmentée, hein. Mais la réalité augmentée, actuellement, il utilise la caméra. Du coup, si on pose à plat, la caméra, elle est bloquée, c'est tout noir, on ne peut plus l'utiliser. Du coup, on a essayé d'être malin et de trouver une autre méthode pour arriver à géolocaliser, à localiser de façon très fine un smartphone, sachant que, il y a plein de capteurs dans un smartphone qui peuvent être utilisés, mais je vous en dis pas plus. Voilà. Donc, ici, notre hypothèse de recherche, c'est que le fait d'avoir une interface comme ça qui soit interactive et en plus partagée, parce que quand vous posez un smartphone ou une tablette en plein milieu de la table, c'est potentiellement un espace partagé. Alors que si vous l'avez dans la main, c'est rare d'aller regarder sur le smartphone de quelqu'un d'autre. En fait, on rentre dans une espèce d'espace intime, à moins que vous vous connaissiez très bien, ça passe, mais sinon, ça passe pas très bien. Donc, du coup, on espère, c'est notre hypothèse, que d'avoir un espace partagé comme ça commun, ça facilitera la collaboration.
Et c'est quelque chose qui peut être utilisé en sortie pédagogique, mais aussi dans d'autres contextes, hein, en entreprise, peu importe, s'il faut travailler sur un plan, par exemple, d'une maison ou autre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. On a Monsieur Roche qui nous pose une question. Oui. Est-ce que vous travaillez sur des jeux sérieux pour des élèves de lycée, par exemple, pour des élèves de NSI? Alors non, malheureusement, je ne travaille pas encore. Actuellement, j'ai des projets qui vont de la maternelle jusqu'à la formation professionnelle, mais il y a un gros trou pour le lycée. Donc voilà, désolé, pas encore. Par contre, j'ai un projet sur les bases de l'informatique, mais c'est plutôt pour les collégiens. Je pourrais vous en parler plus tard. Ça s'appelle Turtle Tablet. C'est d'ailleurs, on le voyait ici. C'est celui du milieu. Turtle Tablet, vous pouvez aller sur Internet, taper Turtle Tablet. C'est un projet pour vraiment les bases de l'informatique. Une autre question ou je continue? Ok. D'autres questions dans la salle peut-être? Oui. Je demande pour les sorties, est-ce que tous les élèves ont un smartphone? Sinon, est-ce que les enseignants en fournissent? Alors, bonne question. Effectivement, alors non, les enseignants fournissent pas de smartphone, mais l'application fonctionne aussi sur tablette. Devrait fonctionner sur tablette. On a fait des tests vendredi dernier. On va dire qu'il y a encore des petits problèmes. Mais à terme, ça devrait fonctionner sur des tablettes, même sans connexion. En fait, on pourra télécharger toute la sortie et du coup, ça pourra être fait sans connexion. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai fait le test vendredi dernier. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien qui marche. Donc oui, tout à fait. Du coup, je continue. Un autre outil qu'on va faire, mais qui n'est pas encore fait, ça c'est pour la fin du projet, on a prévu d'aider les enseignants à suivre les élèves, parce qu'une de leurs grandes peurs, c'est de plus savoir où sont les élèves, parce qu'ils sont responsables d'eux. Du coup, on va développer un espèce de monitor pour suivre la position des élèves, puisque c'est tout à fait possible, on a tous des smartphones donc, avec des GPS, donc facile. La progression des élèves aussi dans les activités. On pourrait aussi imaginer des avertissements automatiques, comme par exemple si un élève sort de la zone d'exploration définie par l'enseignant, ou on pourrait même imaginer si un élève reste dans une zone pendant plus de 30 minutes, par exemple. C'est des choses qu'on peut faire de façon informatique et qui pourraient être intéressantes. Là, c'est tout au conditionnel, parce qu'on n'a pas encore travaillé là-dessus avec les enseignants. Il faut voir ce qui les intéresserait. Oui. Alors, bonne question. Si ça reste dans le cadre d'un cours, oui. Ah oui, pardon, c'est vrai. La question, c'est est-ce que ça pose un problème éthique de géolocaliser les élèves? Alors, il me semble que dans le cadre d'un cours, dans une sortie pédagogique où ils sont responsables d'eux, je pense pas que ça pose de problème. Mais effectivement, dans tout ce qui est traitement de données, c'est une option qu'on ne peut que cocher il faut des autorisations particulières. Donc, c'est pas n'importe qui va utiliser l'application. En fait, on va pas stocker votre position. Et en plus, on a décidé de stocker que les dernières positions sur les 5 dernières minutes. Oui. Donc, ça, c'est pas comme si on pouvait te tracer pendant toute l'heure. Donc, c'est juste les dernières minutes. Mais effectivement, c'est des questions qu'il faut se poser. Travailler avec les enseignants pour savoir comment, est-ce que c'est vraiment utile de collecter ces informations, ou ça va être stocké. Le fait que ça soit stocké aussi sur nos serveurs, sur nos serveurs locaux dans notre université, c'est important. Et tout ce qui est trace, en fait, on va demander l'autorisation, en fait, tout simplement aux élèves ou aux parents d'élèves s'ils sont mineurs pour les collecter. Bonne question. Je vais vous présenter un dernier projet, qui est un tout nouveau projet qui a commencé en janvier. Ça, c'est un projet financé par les Pays de la Loire, et donc la région des Pays de la Loire. Et là aussi, je travaille avec une chercheuse en sciences humaines et sociales, en sciences de l'éducation. Donc là, l'objectif, c'est d'aider les enseignants à créer leur propre application en réalité augmentée. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et ça évolue très vite. Et là, actuellement, on est en train de travailler sur 3 outils auteurs. Donc, les outils auteurs, je vous rappelle, c'est des outils qui permettent aux enseignants, à des non-informaticiens, de créer des applications sur smartphone ou la tablette. Donc, on a 3 outils en préparation. Mixup Objet, qui permettra d'augmenter un objet qu'il y a dans la classe. Donc, ça peut être une affiche, par exemple. Ça peut être des cartes qu'ils utilisent. Ça peut être un livre.
un album, par exemple, un album photo, ça peut être des cours, peu importe. On a MixUpCart, et là, je ne sais pas si vous remarquez, on utilise la même technologie que ce que je vous ai montré tout à l'heure, la technologie Smart. Donc là, l'objectif, c'est aussi, par exemple, j'ai un enseignant qui veut utiliser ça pour faire un exercice en SVT où les élèves vont avoir différents calques. Donc ils auront le plan du monde et puis ils pourront mettre un calque où ils vont voir les séismes et un autre calque avec le type de séisme, enfin la magnitude des séismes, et un autre calque avec les volcans, avec leur type effusif, explosif, merci. Et ensuite, ils veulent que les élèves en groupe recréer les plaques tectoniques. Où sont les plaques tectoniques grâce à ces informations? Donc, ils vont dessiner concrètement les plaques tectoniques et identifier celles qui sont en subduction ou voilà, je me rappelle plus du terme. vous vous en rappelez peut-être, c'est plus près de votre âge? Non. Bon bah tant pis. Oui, c'est plutôt au collège ça. Vous avez déjà tout oublié de des cours de collège. Et la troisième application, c'est MixUp Paysage qui va permettre aux enseignants de rajouter des augmentations sur un paysage. Donc, ça peut être une montagne, ça peut être le ciel, ça peut être des bâtiments lointains, peu importe. Par exemple, quand on est, je sais pas, on peut monter très haut et puis voir une vue d'ensemble d'une ville. Ça pourrait être intéressant de mettre ce type d'informations. Donc, vous voyez que là, nous, on s'adresse surtout à des enseignants, mais finalement, on pourrait aussi s'adresser à des musées, tous les gens qui ont envie de faire de la réalité augmentée, mais qui n'ont pas les compétences informatiques pour le faire. Il y a une question? Oui. Alors, très bonne question. Donc, la question c'est, est-ce que le dernier, donc MixUp Paysage, peut être en collaboration avec des architectes? Oui, tout à fait. Des architectes, parce que oui, ils aimeraient bien voir à quoi ça ressemble. D'ailleurs, des cuisinistes, notamment, utilisent déjà ce type d'application pour montrer à quoi ressemble une cuisine qui serait faite sur mesure dans les locaux. Oui. Ah. Une bonne question. Alors, je suis très heureuse de dire que pour ceux-ci, donc on est au tout début du projet. Ah oui, pardon, la question c'est sous quelle licence est-ce que les logiciels seront publiés? Donc, pour ce projet-là, on a de la chance, on a trouvé des technologies qui étaient open source et donc on aimerait bien garder open source une fois que c'est fait. Pour le Situlearn, malheureusement, c'est pas possible parce qu'on s'est appuyé sur des technologies qui ne sont pas open source, donc du coup, on est coincé. Et pour celui d'avant, pour Smart Fraction, c'est une collaboration avec une entreprise et normalement, l'entreprise veut ensuite utiliser l'application et la vendre comme une extension numérique d'un jeu de plateau qu'ils proposent. Donc là aussi, ce ne sera pas gratuit, mais voilà, il faut bien qu'on trouve des sources de financement, on fait ce qu'on peut. Mais quand c'est possible, là, je suis très contente qu'on ait trouvé des technologies open source pour ce projet-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que pour l'enseignant, c'est complètement transparent. Ça va lui permettre d'augmenter une carte, un objet, peu importe. En fait, à chaque fois, les augmentations, ça va être à peu près les mêmes. Mais d'un point de vue technique, on propose 3 solutions différentes. La première, elle utilise l'appareil photo, donc c'est de la réalité augmentée classique. La deuxième, elle utilise Mystère et boule de gomme. Et la troisième, elle va utiliser la position GPS, elle va utiliser le compas qu'il y a dans tous les smartphones, elle va aussi utiliser le gyroscope pour savoir comment est penché l'appareil. Donc voilà, il y a plein de... Voilà, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a plein de défis techniques comme ça qu'il faut trouver pour les problématiques, pour répondre aux problématiques. Ah si, pardon, j'ai oublié de dire, en plus il est peut-être là, on travaille sur ce projet avec Canopé. Canopé, qui est un réseau national pour la formation des enseignants. Et du coup, on travaille avec Benoît, qui est Canopé manager à Laval. Et c'est super parce qu'il nous a mis en relation avec plein d'enseignants super motivés. Vous voyez qu'on a fait une session de co-conception avec eux. Alors déjà, on s'est bien marré, primo, ça c'est important. Et Dosbio, ça nous a donné plein d'informations puisque concrètement, on leur a donné des fiches vierges avec, vous voyez, des petits post-it et autres, et on leur a demandé, dessinez-nous, expliquez-nous l'application de réalité augmentée que vous voulez pour votre classe. Donc là, on a des enseignants de la maternelle jusqu'à la formation professionnelle. Nous, ça nous a donné plein de fiches
avec concrètement des idées, des fonctionnalités. Et donc là, on est en train d'analyser celles qui sont similaires, celles qu'on retrouve souvent, pour créer des éditeurs pour ces activités. Alors, comme je vous ai dit, je fais de la recherche, mais en même temps, je fais aussi de la formation. Normalement, c'est moitié-moitié. Alors, cette année, j'ai de la chance. J'ai eu 2 décharges d'enseignement. Donc, en fait, je fais que de la recherche. C'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui. Sinon, je serais en train de corriger des copies, probablement. Donc, mais en temps normal, je fais aussi moitié du temps de l'enseignement. Donc, voici quelques-uns des enseignements. Donc, j'anime une formation professionnelle pour les enseignants, pour les aider à créer leur serious game sur mesure. Et c'est des serious games pas numériques là pour le coup. Alors quelques-uns sont numériques, mais très peu. Même s'ils veulent créer un serious game numérique, on leur conseille quand même de faire un prototype papier avant pour vérifier que ça marche bien, pour les mécaniques de jeu, et puis pour tout quoi, tout simplement. Donc en fait, je propose une méthode d'accompagnement où je vais suivre les enseignants sur un semestre entier. Et concrètement, on va identifier leurs objectifs pédagogiques, quelles sont les mécaniques de jeu qui seraient les mieux adaptées à leurs objectifs, mais aussi au contexte dans lequel ils vont l'utiliser. S'ils sont en petit groupe de 15, on va pas utiliser les mêmes types de jeux que s'ils sont en amphi de 500. C'est pas la même chose. Ça dépend aussi du matériel qu'ils vont avoir à disposition, de tout ça. Et du coup, on va travailler avec eux sur la conception d'un serious game, avec un petit d'abord, soit avec peut-être une classe. Et puis après, ils vont revenir. Pareil, méthode itérative, on ne crée pas un jeu en une fois, enfin un super jeu en une fois en tout cas. Et on va jusqu'à la fabrication du matériel. Ça, c'est vraiment marrant parce que du coup, on va dans des Fab Labs avec des super Fab Lab managers qui aident les enseignants à créer des boîtes sur mesure, des pions sur mesure qu'on peut imprimer. Enfin voilà, on s'ennuie pas, c'est vraiment super passionnant. Et puis du coup, ça a donné cette formation a permis de créer plus de 23 jeux de serious games qui sont actuellement utilisés dans le Grand Ouest. En IUT, donc en DUT informatique, je fais aussi 3 cours. Enfin, je fais 2 cours. Le cours d'UML. Est-ce que vous connaissez l'UML? Pas encore. Alors, c'est pas le cours le plus passionnant. En gros, c'est une méthode de formalisation pour expliquer comment un code informatique est structuré. C'est relié aussi à la documentation du code. Donc, en gros, en informatique, c'est le cours que les élèves aiment le moins habituellement. Est-ce que tu peux confirmer? Il n'en a pas souvenir, donc ça prouve bien qu'il a complètement oublié de sa mémoire. Il a complètement omis. Voilà. Bon, c'est pas forcément le cours le plus intéressant, mais du coup, j'ai essayé de le ludifier et je le fais en anglais. Donc, après quelques années, je pense que maintenant, je tiens un bon cours. Donc là, vous voyez, ils ont des chapeaux de cow-boy. On a aussi développé une application avec un collègue. Enfin, c'est mon collègue qui a développé l'application. On a des points. Bref, on a utilisé plein de stratégies, plein de ressorts ludiques pour rendre ce cours plus intéressant. Et concrètement, les points, après, ils peuvent les échanger contre soit partir plus tôt, par exemple 5 minutes plus tôt, pour aller aux rues, notamment, c'est pas négligeable. En fait, il y a un système, on est en train de mettre en place un système de jetons qu'ils vont pouvoir utiliser dans une borne d'arcade qu'ils vont eux-mêmes fabriquer avec un autre enseignant. Donc voilà, il y a plein de type de choses qu'on peut faire. Je fais aussi un cours de programmation Android, donc c'est programmation sur smartphone. Là, honnêtement, il n'y a pas besoin de motiver les élèves, ils sont tous super contents de venir. Ce qu'on fait avec ce cours-là, enfin ce que j'aime faire, c'est d'impliquer des enseignants pour que dans les projets, on développe des vraies applications qui servent. Ici, par exemple, vous avez Aux couleurs de l'océan, c'est une petite application qui a été faite pendant le confinement pour une enseignante en maternelle qui voulait apprendre aux enfants les couleurs. Donc, c'est des tout petits, ils ont 3 ans. Et c'est intéressant pour les étudiants parce que ça leur donne un projet concret. Tout le monde compte sur eux parce que les enseignants sont là et les élèves sont là. Ils peuvent en plus le tester en classe. Notamment, là, c'était rigolo parce que à 3 ans, les enfants, ils savent pas lire. Donc, du coup, il faut faire une interface qui soit hyper simple et qui puisse être utilisée il faut pas qu'il y ait de mots, quoi. En gros, il faut qu'ils comprennent tout sans mots. Et à la limite, justement, avec crédit et paramètres, ça, c'est des boutons qui sont réservés pour l'enseignant. Du coup, c'est des choses, les enfants, ils vont pas cliquer dessus naturellement. Donc voilà, ça, c'était très intéressant aussi à développer. On développe d'autres applications. Et puis, pour finir, je fais une initiation à l'informatique pour les étudiants de droit où on démonte des PC, je leur explique. Voilà. Je voulais juste
presque pour finir, je sais pas où on en est dans le temps, si ça va. Il reste un quart d'heure, je fais vite. Je voulais juste montrer que en fait, il n'y a pas vraiment de semaine type. Là, j'ai mis ma semaine, c'est la semaine dernière. Il n'y a pas vraiment de semaine type parce qu'en fonction de mes cours qui changent tout le temps et des projets, en fait, je vais faire plein de différentes choses. Ici, par exemple, lundi, vous voyez, il fallait que j'inscrive mes gamins pour les vacances. Donc, j'ai une vie aussi totalement normale de mère de famille à côté, enfin, ou pendant même, hein, parce que vous voyez, c'est à 11h, mais il ne faut pas louper l'inscription, hein, parce qu'après, c'est la cata. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Je suis allée voir un de mes doctorants. Ensuite, on a regardé un article, parce que comme je vous ai dit, hein, une grosse partie des activités scientifiques, c'est d'écrire des articles. Donc là, on a un article qui est presque fini. Et ensuite, j'ai fait une séance de conception. Donc là, vous voyez, c'est qui? Un enseignant de SVT qui utilise Situlearn. Donc là, on est vraiment dans le premier prototype de Situlearn. Donc il a utilisé l'outil pour concevoir sa sortie pédagogique, qu'on a testé vendredi matin. Et c'est là où je vous ai dit, il y a eu pas mal de problèmes techniques. Mais c'est bien, hein, c'est comme ça, il faut bien tester pour voir les problèmes techniques et puis ensuite les corriger. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si mardi, vous voyez qu'il y avait une deadline pour une demande de prix, en fait, une demande de subvention. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas, en recherche publique, on a très peu d'argent récurrent. En gros, on peut même pas aller à une conférence avec cet argent. Hein. Donc, du coup, tous les projets qu'on a, il faut qu'on demande l'argent. Donc, en fait, on passe beaucoup de temps à écrire des demandes de subvention, il y a différents guichets, comme on appelle ça. Et donc là, j'ai finalisé une demande pour un autre projet. J'ai aussi plein de stagiaires en ce moment, donc j'avais des réunions avec mes stagiaires. Ici, jeudi après-midi, je suis allée voir des médecins du CH du Mans, puisqu'eux aussi veulent développer des applications avec nous. Puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Et plein de choses. Alors du coup, pour finir, donc vous avez bien compris que moi, l'informatique, c'était vraiment ma passion. J'adore mon métier aussi, je ne changerais pour rien au monde. Mais s'il fallait que je sois complètement objective sur des raisons pour lesquelles les filles devraient faire de l'informatique, voici mes 3 raisons. Premièrement, l'informatique et le numérique, vous voyez bien que c'est devenu ça fait partie intégrante de nos vies, hein, que ce soit nos vies personnelles, quand on regarde des films, quand on veut trouver un compagnon, quand on veut demander un prêt, par exemple, à une banque, mais aussi la vie professionnelle, puisque s'il y a des algorithmes pour recruter des personnes, pour même trouver un job, même les offres d'emploi que vous allez voir, par exemple, sur LinkedIn, ne vont pas être forcément les mêmes. Tout ça, c'est géré par des algorithmes. Donc, c'est vraiment, faut pas négliger l'impact qu'ils ont quand même sur nos vies. Et il est hors de question qu'on laisse que des hommes développer ce type d'outils, parce que même sans le vouloir, ils vont forcément intégrer des biais et qui sont pas forcément bénéfiques aux femmes. Et donc du coup, il faut absolument qu'il y ait des femmes, alors au moins une ou deux. Hein, l'idéal, c'est qu'il y ait 50-50 dans les équipes de conception de ce type d'outils qui ont un impact très important sur nos vies. Deuxièmement, il y a des opportunités de travail très nombreuses et bien payées. Donc, stratégiquement, si vous hésitez, par exemple, entre informatique, histoire ou langue, il n'y a pas photo. Si vous voulez un métier bien payé, il faut prendre informatique. Il n'y a aucun problème pour trouver un métier actuellement et on peut être très bien payé. C'est la loi de l'offre et de la demande, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi, c'est un choix aussi, c'est un choix, logique. Et la troisième raison, c'est que les femmes dans ces métiers sont malheureusement très sous-représentées et donc on est très recherché. Ça veut dire concrètement que on va vous ouvrir les portes partout. On vous recherche et vous pourrez même négocier des salaires qui sont supérieurs à vos homologues masculins. Je pense que c'est assez rare pour que ça soit noté. Donc voilà, que ça soit. J'espère que je vous ai convaincu avec ces 3 raisons. Mais avant de vous lancer, il faut quand même voir si vous aimez bien l'informatique. Et la filière, l'option NSI me semble une très bonne façon de découvrir déjà de quoi il s'agit et si c'est fait pour vous. Et voilà, j'ai fini. Monsieur Branche.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions? C'est informatique. Question. Isa était trop complète. Bah oui, ou alors je vous ai tous endormis. Non, ça c'est mon job. Alors j'ai une question d'un certain Desroches. Peut-on avoir des liens vers des articles de recherche ou des ouvrages sur le sujet? Oui, absolument. Alors, du coup, c'est là où je peux faire. Ouais. Alors, mon laboratoire de recherche est dans la mouvance du Open Science. Ouais, c'est ça. Et donc, tous nos articles sont sont accessibles librement sur la plateforme HAL. Je ne sais même plus ce que ça veut dire HAL. H-A-L. C'est pas HAL de l'Odyssée de l'espace. Donc du coup, en fait, il suffit, ou alors vous pouvez aller directement sur le site du LUM. Je vous montre. Voilà, ça, c'est notre équipe. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer leur tête. Voici notre équipe de recherche. Et du coup, par exemple, si vous allez sur mon nom, vous verrez ici toute la liste de publications qu'il y a. Et puis, ils n'étaient pas... Voilà, c'est archives ouvertes, HAL. Mais alors, du coup, je ne sais pas pourquoi il y a le H. Je sais pas. Mais du coup, n'hésitez pas à chercher sur HAL. Normalement, c'est une banque de données, une archive ouverte, où tous les enseignants, tous les chercheurs de France sont tenus au moins de mettre le résumé. Et comme j'expliquais, dans notre laboratoire, on a pris le choix de mettre tout le texte. Donc à chaque fois qu'on publie des choses, on remet en fait le double ici. Donc voilà, là vous pouvez accéder au texte directement. Alors par contre, la plupart du temps c'est en anglais, ça je ne vous cache pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Aucune question? Bon, je vais regarder dans le chat. Bon, si pas de questions, si tu as d'autres choses à présenter, autrement... Alors, du coup, si vous voulez, vous pouvez aller tous les projets que je vous ai présentés aujourd'hui, ils sont accessibles sur Internet. Par exemple, Smart Fraction, on a toute l'explication. Vous voyez des vidéos, etc. Vous m'aviez demandé tout à l'heure si je faisais des serious games pour NSI. Alors, je n'ai pas pour NSI, mais par contre, j'ai du coup ce jeu-là, Turtle Tablet, qui a été fait pour les collégiens pour vraiment l'initiation à l'informatique et dans lequel on utilise justement les objets tangibles. Et en fait, là, ce qui nous intéressait, c'était l'impact des interactions machines, donc l'impact du fait qu'on utilise notre doigt pour interagir ou un objet pour interagir, on ait deux objets ou un objet, la taille aussi de l'interface, est-ce qu'on interagit différemment avec un ordinateur, avec une souris, qu'avec une tablette, qu'avec une tablette interactive. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé le même jeu, exactement le même jeu, mais avec différentes tailles, avec différents dispositifs, on va dire, ça englobe tout. Et ensuite, on a observé pour voir s'il y avait des différences. Et est-ce que vous voulez savoir s'il y avait des différences? Oui, j'ai un énorme oui ici dans la salle. Très bien. Alors du coup, je vais vous dire, en fait, on était très contents de remarquer. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé sur ordinateur? Quand vous êtes plusieurs sur un ordinateur, deux sur un ordinateur, qu'est-ce qui se passe? C'est galère, effectivement. En fait, dans les faits, il y en a un qui travaille et l'autre, il regarde ailleurs et Exactement. Donc, il y en a un seul qui travaille. Si on utilise un doigt, une interface tactile, qu'est-ce qui se passe à votre avis si on est deux? Alors, chacun prend un côté de l'écran. Non, c'est pas vraiment ce qui se passe. Alors, effectivement, il faut gérer le multitouch, ce qui n'est pas le cas forcément par toutes les tablettes. Alors, sur une table interactive, c'est normalement le cas. Mais effectivement, le multitouch, c'est un peu mal géré. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'élève qui est le meilleur dans la tâche qui va progressivement tout faire. Si l'autre, il n'y arrive pas, il va vite être évincé, il va dire « Arrête, vas-y, je vais le faire, arrête de m'embêter ». Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, ce qu'on a découvert, c'est qu'avec nos pièces tangibles, alors, on a quand même ce phénomène, mais il se produit quand même plus tard, puisque du coup, chaque élève a son propre objet et doit interagir avec la tablette. Et le fait de prendre l'objet de quelqu'un d'autre, c'est quand même, disons, pas très poli, violent. Et du coup, en fait, cet effet-là va être
va être retardé. C'est-à-dire que l'élève qui va avoir du mal, enfin l'élève qui a des facilités va plus expliciter, va dire à l'autre élève ce qu'il doit faire. Il va dire mais non, regarde, tourne à gauche, tu vois bien que l'algorithme c'est machin. Oui, parce que je vous ai pas du tout expliqué en quoi consistait le jeu. En fait, je sais pas si je peux mettre cette vidéo là. Rien, ça se tente. En fait, le jeu, ici vous voyez, il y a un algorithme à gauche, c'est en pseudocode, et en fait il faut bouger les pièces pour exécuter l'algorithme, comme un ordinateur. Bon, ça débloque des niveaux, etc. Et donc là, vous voyez, ils sont en train d'interagir avec des pièces tangibles. Et et ce qui est intéressant, c'est que ces pièces, et là, ils sont en train de le faire avec en mode tactile. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces pièces tangibles, elles peuvent être créées au lycée. C'est-à-dire qu'on a donné les fichiers, donc il y a tout un guide d'utilisation. Non, pardon, c'est pas le lycée, au collège. Et du coup, les collèges qui ont une imprimante 3D, ils peuvent prendre ces modèles, les imprimer eux-mêmes, les fabriquer les pièces, en gros. Et voilà. Et du coup, ça, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte que certains élèves modifiaient la forme de la pièce. En fait, ce qui est important, c'est que les 3 pieds soient au même endroit. Mais finalement, on peut faire n'importe quoi au-dessus. Et donc, il y a certains élèves qui se sont appropriés la pièce et qui ont fait un truc complètement perso pour l'utilisation de la pièce. Voilà. Alors, j'ai une petite question. Oui. Au niveau des arts numériques. Oui. Je sais que tu as travaillé sur des petits trucs au niveau des fonds. Ah oui, oh là, c'est vieux ça. Et donc, oui, comment ça m'intéresse, c'est vrai que je voudrais développer un petit peu du côté des arts numériques. Alors, je peux développer là-dessus, mais en fait, je suis pas du tout une spécialiste, hein, je suis juste une fan. Mais du coup, donc effectivement, l'art numérique et l'art génératif, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai mis un petit exemple là-haut. Je sais pas si, pour ceux qui connaissent pas, je voudrais expliquer peut-être le principe. En fait, le principe, c'est qu'on écrit un algorithme qui prend un ensemble de données. Ça peut être n'importe quoi comme données. Hein. Ça peut être la température sur les 50 dernières années. Ça peut être les retards de train de SNCF. Je sais de quoi je parle. Ça peut être peu importe. Et en fait, les algorithmes vont permettre de visualiser de façon artistique ces données. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des résultats complètement inattendus en fonction des données qu'on met en entrée et qui peuvent même surprendre l'artiste et surprendre les personnes qui regardent aussi. Donc, son côté aléatoire, oui. On ne sait pas, on décrit l'algorithme, oui. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. Tout à fait. Mais on a quand même une maîtrise de l'algorithme. Ah oui, alors après. C'est pas du résultat forcément. Oui. Et l'artiste, quand même, on génère quand même de l'aléatoire, mais pas complètement. Non, c'est d'ailleurs, c'est l'œuvre de l'artiste, c'est l'algorithme qui va dire comment les informations vont être représentées qui fait que c'est de l'art, en fait. Alors, il y a une question dans le chat, toujours le même. Est-ce que, d'après vous, l'utilisation des serious games en lycée a du sens? L'utilisation au niveau du lycée. Alors, je ne vais pas dire non. Bien sûr, c'est mon sujet de recherche, donc oui, j'y crois très fort. Après, en fait, il faut bien étudier le contexte dans lequel ça va être utilisé, et il faut aussi prendre en compte la totalité de la formation. C'est-à-dire que une formation qui se fait complètement à base de serious games, ça ne fonctionnerait pas. Pour moi, il faut vraiment identifier le cours, la notion qui pose problème actuellement et avec laquelle l'enseignant est pas satisfait. Hein. À chaque fois, il sort son cours et se dit ça va toujours pas. Et du coup, de travailler sur ce point-là et de proposer une pédagogie alternative qui peut passer par le serious game, mais qui peut être tout à fait autre chose. Hein. Donc oui, je dirais oui, mais ça dépend. Alors une question sur les langages utilisés. Oui. Quel langage? Ça va dépendre des projets. On est de plus en plus. Moi, j'ai fait pas mal d'Android. Turtle Tablet, par exemple, ça a été développé avec Unity. Et le chaudron magique, ça a été. C'est aussi Unity. Donc on est pas mal sur Unity. Et là, les derniers projets sur lesquels on travaille sur de la technologie web.
tout simplement pour que ça soit adaptable à un smartphone, tablette, quel que soit l'iOS, Android, parce que sinon, si on commence à faire on essaye en tout cas de pas faire du natif. Du natif, ça veut dire qu'on développe pour Android, on développe pour iOS, et du coup, ça veut dire qu'on développe 2 fois. Ce qui est pas très pratique, c'est pénible. Et voilà, du coup, on part de plus en plus sur des techno web. Le problème avec le web, c'est que ça change très, 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 très vite. Et il y a des librairies et des choses sur lesquelles on s'appuie, et puis l'année d'après, ça disparaît. Et bon, et après, voilà, on fait avec. Mais on s'adapte aux besoins et puis à ce qui existe. Bon, alors, on va terminer avec les questions. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, pas de questions dans la salle. Donc, on va clôturer la présentation. On remercie les personnes présentes dans l'amphi et en distanciel. Oui, merci d'avoir écouté. C'est toujours plaisant d'avoir des gens qui regardent. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt.